Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Sénat Stream, votre émission de Public Sénat. Comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice qui vient répondre à vos questions. Cette semaine, nous recevons Jérôme Bascher. Bonjour. Bonjour Jean Massier. Bonjour Jérôme Bascher, vous êtes sénateur Les Républicains de l'Oise. Et vous êtes notre invité cette semaine. Bonjour à vous qui nous regardez actuellement sur Twitch. Bonjour à vous aussi qui nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Jérôme Bascher, vous êtes bien installé, bien arrivé, tout va bien. Ah oui, tout va très bien. Et bonjour aussi, comme on dit, aux internautes. Aux internautes, c'est ça qui nous regarde. Je trouve que c'est un côté un peu déjà dépassé à internaute. Sur Twitch, on appelle ça des viewers. Voilà. Ouais, ça me paraît bonjour beaucoup les plus. Viewers. Là, ça me paraît beaucoup mieux. Bonjour les viewers. On va passer une heure avec vous, Jérôme Bascher. On va discuter avec vous de beaucoup de sujets d'actualité qui touchent notamment le Sénat et de sujets sur lesquels vous travaillez. Avant ça, avant de parler du Sénat, je voudrais qu'on parle d'un sujet d'actualité un peu chaude. C'est parti pour le moment actu. L'actualité de cette semaine est marquée notamment au Sénat et notamment à droite par une levée de bouclier contre la faible condamnation du gouvernement contre le président de l'Azerbaïdjan. Ce qu'il s'est passé, c'est que la candidate du parti Les Républicains à la présidentielle, Valérie Pécresse, s'est rendue en Azerbaïdjan pour soutenir les Arméniens et les Arméniens dans la région. Et elle a ensuite été menacée par le président de l'Azerbaïdjan qui a eu des mots très durs pour dénoncer Valérie Pécresse. Et le gouvernement français a peu ou pas assez condamné ces propos de le président de l'Azerbaïdjan, ce qui a beaucoup fait réagir votre groupe, Les Républicains au Sénat, notamment Valérie Boyer, encore à la séance de questions au gouvernement cette semaine. Le gouvernement aurait dû plus condamner ? C'est évident. Ce qui est certain, alors, il faut préciser les choses. Valérie Pécresse s'est rendue avec Michel Barnier et Bruno Retailleau. Et Valérie Boyer a aussi ses habitudes, non pas en Azerbaïdjan, en Arménie, mais en Arménie, que l'Azerbaïdjan a en vue. Et donc, ils sont allés soutenir ce peuple arménien enserré, etc. Et là, l'Azerbaïdjan a dit, si on avait su, on aurait tiré. Donc, c'est quand même un peu moyen, quoi. C'est pas très diplomatique. C'est pas très sympathique vis-à-vis d'une candidate à l'élection présidentielle française, vis-à-vis d'un ancien commissaire européen et vis-à-vis du président de groupe au Sénat. Donc c'est pas très amical. Donc on s'attendait à une petite condamnation. Et on a eu Castaner au téléphone. Christophe Castaner, donc le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui nous a dit mardi matin, l'Élysée prépare une réponse. Donc bon, c'est pas une vraie réaction, c'est pas une condamnation ferme. Je suppose qu'ils étaient plus en train de préparer la cellule étrangère et diplomatique, le discours de ce matin du président de la République. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a condamné lors de la séance de questions au gouvernement. C'est normal, il ne pouvait pas faire moins. Voilà, il a aussi dit que les Républicains n'ont pas prévenu les autorités diplomatiques de ce déplacement, ce qui aurait pourtant été pratique pour des raisons de sécurité et d'usage. Oui, enfin, on se déplace assez régulièrement là-bas. Bruno Retailleau le fait presque une fois par an. Donc, sans en prévenir, quand on est ton père, on a nos liens aussi. Cette question de tension autour de la question de l'Arménie remet un coup de projecteur sur la question de la tension aux frontières de l'Europe. Ça fait aussi penser aux tensions en ce moment en Ukraine. Nous sommes à deux doigts peut-être d'une intervention armée de la Russie qui pourrait récupérer des territoires aujourd'hui qui ne sont plus contrôlés par Kiev. Une question de Tom Flux qui vous demande pourquoi l'Union européenne est-elle si faible politiquement sur le dossier ukrainien ? Parce que quand vous êtes le voisin, par exemple, des Russes, vous vous taisez un petit peu. C'est-à-dire que quand vous êtes à portée de baffe, entre guillemets, vous êtes un peu plus calme. Et donc l'Union européenne, ce n'est pas une unité. Les Finlandais, alors c'est pas l'Union européenne, mais ont une habitude de travailler avec les Russes, qui est une sorte de truc un peu froid, et donc on ne se permet pas de parler d'autre chose. Donc chacun se concentre aujourd'hui sur son pays et regarde les intérêts de son pays. C'est d'ailleurs un des travers de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que chacun regarde finalement l'intérêt de son pays dans l'Union européenne et non pas l'intérêt de l'Union européenne pour progresser dedans. Et c'est chacun, c'est le côté de l'individualisme des pays dans une société. Vous semblez le condamner, pourtant le souverainisme est à la mode, y compris dans votre parti. Il est un peu trop à la mode, sans doute, oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a une petite crise, on se replie. C'est assez classique, c'est un réflexe, j'allais dire, humain, même de mammifère. L'instinct grégaire, vous remettez avec vous-même.
Mais vous dites, oh là là, les Russes, ils sont gros en plus, est-ce qu'on va vraiment aller se fâcher avec eux? Je vous rappelle qu'ils nous donnent un peu de gaz pendant ce temps-là, voire un peu de pétrole. Donc on a des intérêts compliqués avec eux. Enfin, il y a un côté je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et eux, comme c'est une demi-démocratie, on va dire ça comme ça, ou un quart de démocratie, vu que vous avez le choix entre le Premier ministre et le Président de la République qui alternent les postes. Bon, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de les alterner, c'est l'avantage. Ils ont la capacité à taper qui est beaucoup plus forte que celle d'une démocratie. Je ne sais plus quel était le philosophe qui expliquait ça, mais les démocraties se vivent comme n'ayant pas d'ennemis. Ils n'ont pas d'ennemis particuliers. Les démocraties se vivent comme n'ayant pas d'ennemis. Ils n'ont pas d'ennemis. C'est-à-dire, elles pêchent par naïveté? Mais non, c'est pas qu'une naïveté, c'est se dire, vous n'avez pas un peuple qui démocratiquement a envie de faire la guerre, quoi. C'est vrai. Donc vous n'avez pas d'envie de guerre, vous n'avez pas envie d'ennemis. En revanche, les démocraties ont bien des ennemis. Et donc c'est ça qui est parfois un peu compliqué à comprendre, surtout dans une vieille Europe, comme je dirait le général. Je rappelle mon vieux côté gaulliste, on en avait parlé il y a quelque temps. Cette vieille Europe n'a plus connu de vraies guerres, j'allais dire physiques, avec des vrais morts les uns contre les autres, hormis les guerres d'indépendance de l'ex-Yougoslavie, d'accord, qui est le dernier truc. Dans les territoires européens, parce qu'il y a eu quand même des guerres à l'étranger, mais sur le territoire européen. On ne s'est plus affronter, donc on ne sait plus bien ce que c'est. Donc on regarde ça en se disant, mais on ne veut pas y croire, si vous voulez, que les Russes pourraient attaquer l'Ukraine. On se dit, ben non. Et vous pensez que ça peut arriver? Bien sûr, ça peut arriver, bien sûr. Il faudrait un peu de provocation, un petit peu plus de provocation d'un côté ou de l'autre, et ça irait assez vite. Que pourrait faire l'Union européenne pour limiter ça? Parce que vous avez l'air de regretter ce repli sur soi de chacun des pays qui ne voit que son intérêt, le bout de sa lorgnette. Ok, très bien. Mais du coup, que pourrait faire l'Union européenne pour s'affirmer davantage face à la Russie? Est-ce qu'elle a une volonté encore, l'Union européenne? Est-ce qu'elle n'a pas surtout construit un immense marché économique et pas fait uniquement de la libre concurrence, finalement, son seul mantra? Je le crains. Elle a oublié ce que pouvait être un projet de politique, et le projet politique initial des fondateurs, qui était quand même un projet de paix. Et donc, elle exerce la paix en son sein, mais au-delà de ses frontières, elle ne regarde plus personne. Elle n'existe pas. C'est un nain politique, l'Union européenne. C'est un monstre économique, mais c'est un nain. Alors, il y en a un qui veut que ça ne soit plus un nain politique, comme vous dites, c'est Emmanuel Macron, qui encore ce matin au Parlement européen à Strasbourg a prononcé un grand discours dans lequel il a plaidé à nouveau, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, pour une autonomie stratégique européenne, que l'Europe se comporte comme une grande et arrête de dépendre notamment de son grand frère américain. Est-ce que vous rejoignez le président de la République sur cette ambition? Comme gaulliste, l'ambition, on peut la partager. Donc je la partage. Okay. Sauf que, pour faire cela, pour entraîner les autres et avoir une parole crédible, il ne faut pas être les derniers de la classe, comme je dis toujours. Et la France est très prompte à signer des traités, mais à ne pas les respecter. Par exemple, sur les sujets des déficits publics, la France dit « Ah, il faudrait revoir », et c'est ce que demande Bruno Le Maire en ce moment à ses collègues, « il faut revoir les traités, parce qu'on est les derniers de la classe sur les déficits, sur la dette. » C'est nous qui avons le plus progressé en dette, en déficit. Donc c'est très difficile de dire aux autres, voilà la vue, voilà comment il faut faire, signons un traité, allons-y, mais nous, nous on va s'en affranchir d'abord. Et c'est très connu dans les instances européennes que la France est très prompte pour avoir une vision, c'est déjà souhaitable, mais très peu dans le faire, on va dire. Donc c'est ça qui manque un peu. Il faut aller au-delà des mots, c'est pas facile, l'Europe c'est un temps long, et les sujets, vous avez des démocraties qui sont dans des États un peu différents dans l'Union européenne. Si on pense à la Hongrie, ils ont aujourd'hui, ou la Pologne, ils ont vis-à-vis de l'Union européenne pour l'instant d'autres visions que celles que la France ou l'Italie pourraient porter. Il y a une nouvelle méthode d'influence que la Russie a expérimentée aux États-Unis, c'est l'ingérence dans le cadre des processus électoraux. Oui. Les élections, on a eu ça avec Cambridge Analytica aux États-Unis. Y a-t-il un risque que l'élection présidentielle française soit perturbée par un pouvoir russe qui souhaiterait foutre le bazar Bien sûr. Je l'ai écrit dans un rapport. C'est pour ça que je vous pose la question, Paul Delachaire. Vous avez rendu un rapport sur ce sujet, dites-moi. J'ai écrit un rapport il y a 2-3 ans là-dessus sur la sécurité des institutions de la République dans le monde cyber. Où je dis que grosso modo ça va à peu près bien parce qu'on a un vieux système pour les élections françaises, ne serait-ce que vous savez en remontée d'informations. Ouais.
les préfectures sont sur un très très vieux système qui n'est pas du tout connecté au reste du monde Internet. Ça ne va pas de soi, mais c'est l'avantage d'être C'est un dans un vieux archaïsme pays. qui a du bon. C'est un truc, oui, c'est un archaïsme qui date vraiment, vraiment. Hein. Donc ça permet d'être sûr de la remontée des informations. Ça fait que j'ai envie de dire, je ne sais plus les dates d'élection présidentielle, ça va être le 10, autour du 19 avril ou un truc comme ça. On va avoir la bonne tête qui va s'afficher, ce sera François Mitterrand, il n'y aura pas de problème, avec des petits traits comme ça. Non, mais on ne se trompera pas, il n'y aura pas d'arnaque à ce niveau-là. En revanche, les sites internet des candidats et des candidats, des candidats.e.s, non, je sais pas, c'est pas moi qui vais faire ça, sont attaqués, sont déjà attaqués. C'est très clair. On auditionnait encore la semaine dernière le patron de Lancy, Guillaume Poupard, qui nous fait part effectivement de beaucoup d'attaques, voilà, y compris Alors c'est jamais la puissance étrangère, vous savez, on passe par ce qu'on appelait des officines. C'est assez rigolo. Oui, c'est ça. Avant, vous savez, c'était des espions qui mettaient des micros chez vous. Là, maintenant, ils viennent vous faire c'est ce qu'on voit aussi au Mali avec la force Wagner, ces fameux mercenaires que tout le monde sait qui sont liés au pouvoir russe, mais ce qui permet au pouvoir russe de se laver les mains. Il y a aussi un brouillage des pistes de la part des influences russes. Alors exactement, mais c'est un truc qu'on a oublié là encore. La France avait des mercenaires à une époque, on les utilisait. Mais dans les années 60, 70, il y avait Bob Denard, qui était un grand spécialiste, un grand mercenaire, qui a été condamné après au tribunal de Paris pour ses dernières actions pour aller prendre les Comores. Mais il y avait des mercenaires français qui existaient aussi, qui participaient de l'influence française. Bon, c'était pas officiel, évidemment, personne ne les reconnaît. Mercenaires anglais, évidemment, issus des troupes d'élite britanniques. Donc ça faisait partie de l'influence. Et aujourd'hui, on n'a plus ça, évidemment. Donc on a des grands groupes américains de sécurité. Vous allez notamment à Bagdad, ça marche comme ça. Et vous avez les Russes. Et c'est des sujets d'influence indirects. Vous avez aussi les Chinois qui ont des systèmes d'influence indirects. Ce n'est pas l'État lui-même qui intervient, mais c'est tellement proche et ils ont tellement d'acquaintances que ça ressemble à ça. On va parler de vous, Jérôme Bascher. On va moins intéressant, un peu mieux vous connaître. C'est parti pour le portrait. Alors, Jérôme Bascher, vous étiez déjà venu dans cette émission Sénastream. Avec plaisir. On avait déjà eu l'occasion de parler de votre parcours militant personnel. Je vous invite à retrouver cette émission, comme toutes les autres de Sénastream, sur le site internet publicsena.fr. Vous m'aviez dit dans cette émission, c'était il y a presque un an bientôt, que votre premier engagement dans les années 90, c'était au RPR. Ah oui. Il se trouve qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle qui veut le ressusciter, ce RPR. Il s'appelle Éric Zemmour. Il passe son temps à dresser sa candidature en disant « Je suis en train de ressusciter les vraies valeurs du RPR ». Je vois que ça vous fait tiquer. Oui, je voulais vous faire réagir. C'est plutôt le RPF de Charles Pasqua qui veut ressusciter ou j'ai aucune idée du nom du parti pétainiste, mais comme j'ai vu que c'était le grand... C'est demain, je crois, ou aujourd'hui même, je ne sais plus, que sera rendu le jugement sur cette affaire où il avait dit que Éric Zemmour, Pétain avait fait quand même beaucoup pour les Juifs. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale hier. C'était hier. J'ai raté, je suis rentré tard hier soir, donc j'ai raté. Puis j'ai écouté Valérie Pécresse, évidemment. Non, plus sérieusement, voilà, donc ça n'a quand même rien à voir. Jacques Chirac, vous voyez tenir ce genre de propos. Le RPR, c'est Jacques Chirac, c'est 76. Moi, je trouve ça intéressant. Tout ce que je dis, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui, dans le sillage d'Éric Zemmour, disent qu'Éric Zemmour est la réminiscence d'un vieux parti que moi, je n'ai pas connu, qui s'appelait le RPR. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Enfin, honnêtement, c'est très choquant de pouvoir oser dire ça. C'est très choquant. Dire qu'au RPR, il y avait une aile droite. Oui, il y a toujours eu dans tous les partis. Quand vous êtes à gauche, vous avez une aile gauche. Quand vous êtes chez En Marche, on sait qu'il y a une aile droite, une aile gauche. Bon, voilà. Il y a toujours eu une aile droite au RPR. Et d'ailleurs, cette aile droite s'était un peu séparée à un moment pour aller plus vers Charles Pasqua, qui lui-même, vers la fin de sa vie, s'était un peu plus radicalisé. Enfin, où était passé plus à droite. Il l'était déjà bien au début, donc c'était... voilà, ça ne mâchait pas ses mots. Si vous voulez, on confond ne pas mâcher ses mots avec des idéologies. Voilà. Donc là, alors, chez Zemmour, on est dans l'idéologie et en plus, on ne mâche pas ses mots. C'est un peu dur. Mais parlons-en d'idéologie. Jomo Lolo vous demande, c'est quoi la droite pour vous? Ça commence et ça s'arrête où? Ah moi, là, je regarde le Sénat. Alors, Dupont-Aignan, pour moi, n'en fait pas partie. De la droite? Non, il fait autre chose. Pour vous, il est où, Nicolas Dupont-Aignan? Il est à l'extrême droite? Oui, il est à l'extrême droite. Je crois bien qu'il avait appelé à voter pour Marine Le Pen. Au second tour 2017. Au second tour de l'élection présidentielle. Donc, pour moi, là, il y a des frontières
C'est mon côté très chiracien, il y a des frontières très claires. On va pas Alors de on va ce en parler du côté-là. cordon sanitaire après. Voilà, donc, il y a cette cordon limite- sanitaire, oui. On va en parler. Donc, non, il y a non, cette mais- limite-là que j'entends, donc pour vous, d'accord. De l'autre côté, est-ce qu'Emmanuel Macron est de droite? Non, 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 il n'est pas de droite. Ce que j'aime bien dire, par exemple, sur le sujet économique, Expliquez-moi. il est libéral, donc on pourrait dire de droite, sur les impôts, mais il est de gauche sur les dépenses. On n'aura jamais dépensé autant, on n'aura jamais autant intervenu dans l'économie, dans tout. Face à la crise sanitaire? Oui, par exemple. Non, Pourtant, les Républicains ont voté pour les fonds de solidarité, l'aide aux entreprises, le chômage partiel. Pas jusqu'au bout. Il y a un moment, ça s'est arrêté, c'est vrai. Pas jusqu'au bout. Il y a un moment où on est dans une vraie crise, et puis il y a un moment où on s'aperçoit qu'on n'a pas de résultat. Il y a un moment où on parle de réforme des retraites, et puis il y a un moment où on ne la fait pas. Parce que le système ne fonctionnait pas. C'était un bouleversement incompréhensible. Et si vous voulez être accepté des uns et des autres, il faut être compréhensible. Pour revenir à votre question, la droite, pour moi, elle va effectivement... La majorité sénatoriale est un bon exemple, si vous voulez. Ça me va très très bien. Donc il y a des centristes, et parfois on va un peu au-delà. J'ai envie de dire, on pourrait presque aller jusqu'à Horizon. On a suivi le parti d'Édouard Philippe. Oui. Mais Qu'on appelle l'aile droite de la majorité, parfois. Ouais, parfois l'aile droite de la majorité, mais enfin, il y avait Agir aussi. Ces gens-là ne savent pas trop. Moi, ce qui me gêne parfois, c'est qu'on va un peu trop dans le sens du vent. Certains du Modem sont dans les majorités de droite, dans les régions. Oui. Ou dans les départements. Dans mon département, nous avons un membre du Modem. Bon, alors, donc, il n'y a pas... C'est pas si simple. En ce qui vous concerne, vous, Jérôme Bascher, vous avez soutenu Xavier Bertrand au Congrès des Républicains. Ah oui. Et je l'ai encore vu samedi, lui, il soutenait Valérie Pécresse. Alors, c'est la question que j'avais posée. Dans l'Oise, donc j'étais à ses côtés pour soutenir Valérie Pécresse, mais surtout à ses côtés. Comment va-t-il? Écoutez, il va bien. Il est à fond dans la campagne pour Valérie Pécresse. Il a quand même pris un coup sur la tête. Oui, c'est évident. Quand vous vous préparez, vous êtes, le favori des sondages, celui qui pouvait, dans les sondages, battre le plus aisément Emmanuel Macron. Il se retrouve 4e dans une primaire de militants. Donc vous prenez évidemment un énorme coup sur la tête. Même si, dans ces 4e, je sais pas, c'était 23%, 22%, 21%, 20%. Donc on est, tout ça sur 120 000 électeurs, on est sur 1000 voix. Vous voyez, donc on n'est quand même pas non plus sur des choses absolument incroyables. Mais voilà, c'est comme ça. Mais oui, il a pris un coup, il a pris des vacances et il est reparti comme on le connaît, c'est-à-dire à fond. Et il y met tout son poids. Alors certains, une mauvaise langue dirait qui est certain, mais c'est un petit œil, j'espère qu'il écoute. Il met tout son poids, oui, bien sûr, on le salue, s'il écoute Sénastream, il a bien raison, c'est la meilleure émission, mais il a quand même annoncé, le soir de sa défaite au premier tour du Congrès des Républicains, qu'il faisait une croix sur son avenir national. Il ne joue pas pour être ministre, il ne joue pas, il a un avenir selon vous? C'est-à-dire que je ne vois pas tellement, on va se dire les choses, hein. Après le positionnement qu'il a eu, étant donné la fonction qui est la sienne aujourd'hui de président de la région des Hauts-de-France, je ne le vois pas tellement faire ministre. D'accord. Voilà, on va dire les choses simplement. Donc, on pourrait faire autre chose que ministre? Dans ministre, il y a Premier ministre. C'est vrai, il pourrait être Premier ministre de Valérie Pécresse. Ça peut faire un tandem. Certains d'ailleurs le disaient longtemps. Il a plus une tête de Premier ministre que de président de la République. Alors bon, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce serait tout le mal que je lui souhaite, mais c'est surtout tout le mal que je souhaiterais à la France. C'est qu'il le devienne. Car c'est quelqu'un qui a le sens du pays pour le rassembler. Alors, puisqu'on parle du Congrès des Républicains, il y en a un autre qui a fait sensation au Congrès des Républicains, c'est Éric Ciotti, qui a récolté 40% des voix au second tour sur une ligne très droitière, très autoritaire, très sécuritaire. C'est intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait de Nicolas Dupont-Aignan, qui a appelé à voter Valérie Pécresse, Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Il y avait un scoop et j'aurais été content de l'apprendre ici. Navré. Éric Ciotti a également annoncé qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il voterait Éric Zemmour. Pour vous, il franchit une ligne? Oui, c'est pas ce qui est demandé. D'ailleurs, il ne le dit plus. Il a arrêté de le dire? Oui, il a arrêté de le dire. C'est clairement des lignes qu'on ne peut pas franchir. Contemzer vous demande, Jérôme Bascher, excusez-moi, qu'avez-vous pensé de la campagne d'Éric Ciotti? Excusez-moi, j'ai confondu. Elle était effectivement très droitière, elle correspondait assez bien à son électorat. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit les choses ex post. C'est toujours plus simple de le dire après. Quand vous parlez à des militants, vous n'êtes pas au centre de votre électorat. C'est-à-dire
les militants d'un parti politique, c'est pas la frange centrale du parti, des idées, des gens qui votent. Donc vous êtes plutôt soit au PS, vous êtes un peu plus à gauche, si vous voulez, et chez LR, vous êtes un peu plus à droite chez les militants. Voilà, que ceux qui ont des sympathies, etc. Donc, il a fait beaucoup de cartes dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, etc., qui sont des grosses fédérations, et qui sont des fédérations beaucoup plus droitières, historiquement, que la fédération de Bretagne, les fédérations de Bretagne. Donc pour vous, il y a une distorsion de la famille de l'électorat de droite, sûr, plus à droite. Mais c'est comme quand on le dit pour le Front National, par exemple. Moi, je dis le Front National, parce que bon, ils ont changé. On a compris de qui vous parliez, en tout cas. Oui. Quand on dit Marion Maréchal et Marine, c'est pas exactement le même positionnement politique, mais il y en a une qui est au nord de la France et l'autre qui est au sud de la France. Et donc le positionnement politique des extrêmes n'est pas exactement le même, suivant que vous soyez sur une classe plus populaire, comme au nord, dans les Hauts-de-France, ou que vous soyez au sud, sur quelque chose de plus identitaire. Eh bien, c'est exactement ça qui s'est passé, j'allais dire, chez nous. Est-ce que vous pensez, du coup, de cette distorsion? Marc Zizot vous demande, pensez-vous que les 40% d'Éric Ciotti sont un problème pour Valérie Pécresse? Elle a besoin maintenant de recentrer sa campagne, de paraître moins caricaturalement sécuritaire, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est elle qui le fait. Je crois qu'il. Et vous, ça vous gêne de faire campagne avec Éric Ciotti? Non, ça ne me gêne pas de faire campagne avec Éric Ciotti. Moi, je le connais depuis quelques temps. Ce n'est pas un proche, mais je l'ai accueilli dans mon département de l'Oise bien avant qu'il soit candidat. Et il parle de sujets, quand il n'est pas uniquement interrogé pendant 30 secondes à faire une réaction, où là, il était caricatural, je le dis très simplement. Et on l'a vu pendant la campagne, il s'est développé un discours un peu plus profond, avec des idées qui sont les siennes, que je ne partage pas complètement et dans l'ensemble, mais il a une pensée plus profonde que juste je fais des petites remarques toutes les 30 secondes sur l'insécurité, etc. J'ai failli faire l'imitation, mais je sais que vous allez m'y pousser. Donc. C'est pas moi qui vous y pousserai. Il y a Dounis qui vous demande si le départ d'un membre des Républicains vers Éric Zemmour est un indice d'une perméabilité des droites. Il fait référence à Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, c'est pas moi qui le dis, mais j'ai trouvé l'expression utile. C'est un mercenaire de la politique. Donc voilà. Alors, ça dit rien. Alors je vais donner un autre exemple. Guillaume Pelletier, au départ, il s'était mis près de Xavier Bertrand parce qu'il sentait que c'était lui qui allait gagner. Et puis il a évidemment dérapé très vite et il a été exclu très vite. Voilà. D'accord. Bozobek vous demande, y a-t-il encore un cordon sanitaire? Oui, je crois. Alors, je vais préciser pour les gens qui nous écoutent de quoi on parle. Quand on parle de cordon sanitaire, on parle d'une tradition politique à droite qui fait une distinction claire entre la droite de gouvernement issue du gaullisme et de la résistance, de la droite extrême issue, en gros, de la collaboration et du pétainisme. C'est un peu ça. Voilà. Dans les cours de sciences politiques, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on l'explique rapidement. Ce cordon sanitaire a tendance, depuis quelques décennies, à légèrement s'effacer. Oui. Sous le coup d'une dédiabolisation de Marine Le Pen d'un côté qui essaye de polir l'image de l'extrême droite et de la rendre respectable et éligible, et de l'autre côté d'une droitisation d'une autre partie de la droite qui vient chasser sur les terres du FN. Pour vous, il existe toujours ce cordon sanitaire? Pour moi, il existe toujours. C'est bien pour ça que je suis resté au LR. S'il y avait eu la moindre perméabilité, j'en serais parti. Est-ce que vous êtes gaulliste, vous? Ah oui, mais ça, je ne supporte pas. Je n'ai pas le goût de la haine. Je n'aime pas la xénophobie, je n'aime pas séparer, je n'aime pas opposer les gens. J'essaie de rassembler les gens dans la France. C'est vraiment un truc qui me porte chez moi. Non, c'est très gaulliste, j'entends. Je n'aime pas diviser et opposer les Français les uns aux autres. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous sentez bien chez les Républicains aujourd'hui? On a vu mieux, mais là, ça va. Non, ça va encore, je vous assure. On a vu pire. Hein. On a vu pire. C'est pas trop droitier, aujourd'hui, les Républicains? C'est-à-dire que, je vais vous dire autre chose, c'est que me dire que c'est trop droitier, c'est aussi par absence de la gauche. Et donc, il y a un moment, comme vous n'avez plus d'ennemis en face, eh bien, vous vous confortez à vous-même plutôt que vous confronter à la réalité. Et donc, vous laissez aller, il y a une sorte de paresse intellectuelle de se dire, ah ben, Yaka et Faucon, parce qu'on n'a pas d'adversaire idéologique. On a des adversaires politiques, mais pas d'adversaire idéologique. C'est de la faute de la gauche si le paysage politique se droitise? C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est un peu l'absence de réflexion de la gauche depuis 5 ans qui amène à cette droitisation, et très forte, c'est certain. Ok. Alors du coup, ça tombe bien parce que j'avais des questions d'internautes pour vous sur ce sujet-là. Quel regard portez-vous sur l'état de la gauche? Je ne suis pas un grand spécialiste de la gauche. Non, mais je trouve ça intéressant. Je préfère le dire. Mais j'ai écouté quelqu'un que j'apprécie énormément,
parce qu'on ne partage pas les mêmes idées politiques, on ne peut pas apprécier les gens, qui est Bernard Cazeneuve, qui sort un ouvrage là, ces jours-ci. Ancien Premier ministre, mais surtout ancien ministre de l'Intérieur. Et voilà un homme qui a fait du sérieux, sa ligne de conduite, c'est une ligne de conduite qui me va bien, qui n'aime pas les petites phrases, alors qui est toujours très, très propre, la petite pochette, etc. Alors, qu'est-ce mais qu'il dit nous n'avons pas réfléchi et nous n'avons pas été fiers du bilan que nous avons fait du quinquennat de François Hollande. Nous n'avons pas su dire ce qu'on avait fait de bien et dans quelle philosophie on le faisait et quel était le renouveau de la pensée de gauche. Plutôt que de chercher, il dit ça, la gauche s'est perdue là en voulant être uniquement électoraliste et voulant aller chercher des minorités. Et à parler à des minorités. Vous savez, c'est ce communautarisme pensé par la Fondation Jean Jaurès au début des années 2010 qui dit le monde ouvrier n'existe plus, on ne peut plus aller le chercher. C'est Terra Nova plus que Jean Jaurès. C'est Terra Nova, vous avez raison. Il est bon, Jean-Bastien, il est bon. Non, et c'est Terra Nova, c'est pour ça que je viens ici. Il faut apprendre des trucs. On va chercher des communautés minoritaires et on se fait la défense de toutes les minorités. C'est louable, mais ça ne fait pas un projet de société. Bernard Cazeneuve, que vous citez, est un Hollandais qui semble regretter, comme François Hollande lui-même d'ailleurs, qu'il n'ait pas défendu son propre bilan. Oui. Ça a été une erreur de la part de François Hollande, selon vous, qu'il ne se présente pas à sa propre succession pour défendre ce bilan ? Sans doute. Sans doute, ça aurait été plus simple, mais comme le verre était dans le fruit. Chateaubriand vous demande. Je suis honoré. J'adore ce pseudo. Oui, quel est votre avis sur la primaire populaire ? Alors c'est assez intéressant, elle arrive trop tard de mon point de vue. Il aurait fallu que tout le monde soit d'accord au départ. Enfin, pour dire qu'il y ait une primaire, il faut qu'il y ait des candidats qui en acceptent les règles du jeu. Moi, ce que je constate, et je le regrette vraiment profondément, c'est que dans les systèmes de primaire, il se trouve que personne ne joue le jeu. Jusqu'à présent, personne n'a vraiment joué le jeu. Si on prend celle de 2017, vous avez François de Rugy, par exemple, primaire de la gauche, paf, il passe chez Macron. Vous avez Bruno Le Maire à droite, paf, il passe chez Macron. Alors, ils vont tous au secours de la victoire et ils cherchent tous un poste d'ailleurs. Ils l'ont eu. Alors après, chacun en a fait ce qu'il voulait. Certains ont préféré manger des homards, l'autre préférait rester 5 ans ministre. Enfin, chacun a sa technique. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de respect de la parole donnée en disant « je m'engage à rester et à soutenir le candidat ». Ce n'est pas vrai. Parce que l'élection présidentielle ne correspond pas à ça. On dit toujours que c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, et c'était bien la logique de Xavier Bertrand au départ, en disant je ne veux pas le primaire, je ne veux pas tout ça, etc. Puis il s'est aperçu quand même qu'il avait une pression extrêmement forte, notamment de son électorat potentiel, en lui disant tu ne peux pas être le diviseur. Et donc il est rentré dans l'affaire, et voilà ce qui lui est arrivé, entre guillemets. Mais je suis sûr qu'il y a une grande capacité de rebond. Je ferme cette parenthèse. Et donc, c'est ces idées de primaire, et là, donc, la primaire populaire est potentiellement une bonne idée, sauf que là, on a Madame Taubira qui y participe, deux dames très sympathiques, une très très drôle, une jeune femme. Vous parlez de qui là, de Anne Hidalgo, non, Charlotte Marchandise. Oui, je crois que c'est elle. Charlotte Marchandise, oui. Elle fait des très très bonnes blagues sur ces trucs. Je ne sais pas si vous avez regardé, elle a beaucoup d'humour dans ses. C'est une candidate citoyenne qui avait déjà été investie. Oui, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas qu'elle soit drôle, un peu décalée, etc. D'accord. Et il y a Pierre Larouturou qui se représente lui-même, parce qu'il s'est déjà présenté à plein de trucs, en étant toujours pas. Il est toujours pour les 32 heures. Pour vous, c'est pas très sérieux tout ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ça fait rien. Enfin, et c'est ce que dit Cazeneuve, il dit on n'a pas réfléchi à ce qu'était la gauche et un programme de pensée qui pouvait rassembler, et donc d'avoir quelque chose à dire. Donc on cherche un candidat pour dire j'ai un petit truc à dire à gauche, c'est peut-être moi l'homme providentiel. Et comme il le dit lui-même, Bernard Cazeneuve, j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit beaucoup de politiques se pensent indispensables. Moi, j'essaye d'être utile et donc, voilà, je n'ai pas besoin d'être candidat. Dernière question de Jomo qui vous demande pourquoi Nicolas Sarkozy ne soutient pas encore Valérie Pécresse. Il a dit qu'il s'exprimerait, il a dit qu'il dirait pour qui il votera. C'est déjà ça. Et pourquoi il ne soutient pas Valérie Pécresse d'ores et déjà ? C'est une bonne question. Alors, je n'ai jamais été proche de Nicolas Sarkozy. Pourtant, il reste très influent à droite, Nicolas Sarkozy. Ah, tout le monde, malgré ses a besoin. affaires. Oui, parce qu'il reste le dernier président de la République vivant, de droite. C'est ça. Et il a marqué l'électorat, il a marqué une pensée, il a changé. Il avait établi une pensée de droite renouvelée. Alors, la plupart des internautes ne vont pas s'en souvenir, mais Jacques Chirac était au bout d'un système. Si vous voulez, son quinquennat,
bon, c'était la fin d'un système, et Sarkozy avait parlé de rupture. Et il avait effectivement fait une grande rupture, y compris dans la façon de gouverner, qui est différente de celle d'Emmanuel Macron, mais qui était elle-même très verticale et très le président décide de tout. On parlait d'hyper-présidence à l'époque. L'hyper-présidence. En fait, l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, c'est de la gnognotte à côté de celle d'Emmanuel Macron, mais vraiment de la gnognotte. Parce que il y avait des ministres et des parlementaires qui étaient ancrés et qui avaient leur propre poids politique, ce qui n'est pas le cas de la République en marche. Et c'est ça, sans doute, un des facteurs affaiblissants de ce quinquennat, c'est que et les ministres et les parlementaires n'ont aucun poids politique, aucun. Et donc, vis-à-vis du président de la République, ils ne pèsent rien. Chez François Hollande, ils ont pesé trop, parce qu'il y a eu les fraudeurs. C'est intéressant quand vous dites que Nicolas Sarkozy, en 2007, a été élu sur un programme de rupture et de droite renouvelée, comme vous le dites. Valérie Pécresse s'inspire énormément du sarkozysme, même dans son équipe de campagne. Il y a quand même un parfum de sarkozysme assez intéressant. Est-ce que la droite a réussi à se renouveler depuis Nicolas Sarkozy? Ou est-ce que vous êtes toujours sur les... Il y a une demi-erreur dans votre analyse, c'est que le grand spécialiste, qui est le directeur de campagne de Valérie Pécresse, est le directeur de campagne historique de Jacques Chirac. Il était directeur adjoint de la campagne de Jacques Chirac en 2002. C'est vrai, il y a celle de beaucoup 95, de c'est Patrick Stefanini, que je connais bien, qui est d'abord un chiracien, et il n'était pas sarkozyste, il ne faisait pas partie de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Et pour tout vous dire, je vous donne un petit secret, pas sorti nulle part ça. Claude Guéant, au moment où Nicolas Sarkozy lui demande d'être le directeur de campagne de sa campagne présidentielle de 2007, il n'a jamais fait ça, donc il appelle Patrick Stefanini pour lui demander comment on fait. Claude Guéant a demandé conseil à Stefanini pour savoir, et ben dis donc, comme quoi les Chiraciens, on en a besoin. Toujours. On va continuer notre entretien et maintenant on va parler du Sénat. C'est parti pour le moment Sénat. On arrive à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, le moment, et je suis content de pouvoir en parler avec vous Jérôme Bascher, le moment de faire un bilan de sa pratique gouvernementale vis-à-vis du Sénat, vis-à-vis du Parlement. Quelle place a eu le Sénat pendant ce quinquennat? Il était un peu particulier quand même. Oui. Non, alors, je ne suis finalement sénateur que depuis 2017. Donc j'ai vécu que ce quinquennat-là. Simplement, pour avoir déjà été au Sénat auparavant, quand j'étais conseiller de ministre, etc., donc j'ai eu une autre pratique, on va dire, du Sénat. Ce qui est très clair, c'est que Emmanuel Macron a mis le Sénat en avant. Malgré lui. Oui, malgré lui, vous m'avez surpris. Oui, malgré lui. Mais il a mis le Sénat en avant, mais malgré lui. Oui, le Sénat est apparu comme un contre-pouvoir, ou un pouvoir d'équilibre. Alors évidemment, le phénomène phare, ça a été la commission d'enquête Benalla. Ouais. Ça a été, l'heure de gloire ou le fait d'armes, qui finalement ne fait pas complètement pchit, mais sur le fait que les uns et les autres aient menti à une commission d'enquête, on voit bien que ça a fait pchit. Bon, ça c'est un autre point. Et puis sur un certain nombre de textes, nous avons sauvé la mise au gouvernement au moment des Gilets jaunes. Il a fallu passer un amendement, dans la nuit, un jeudi soir, dans la nuit, et c'était au Sénat qu'il fallait qu'il passe, sinon il ne pouvait pas passer pour l'année suivante, pour l'année 2019. Donc il y avait un vrai problème à ce moment-là, et le Sénat est venu au secours du gouvernement pour calmer le pays. Il y a eu la même chose. Sur quel sujet, c'était sur l'essence et le prix de l'essence. Oui, Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes. Oui. On a fait la même chose, et on ne s'en souvient pas non plus, au moment où il a fallu que le gouvernement trouve un point de sortie avec la SNCF sur, non pas la grève, mais sur l'ouverture à la concurrence. Oui. Voilà. Donc ce sont des amendements du Sénat qui ont permis au gouvernement de sortir du piège de la grève SNCF. Et dire que le Sénat a sauvé la mise au gouvernement plus d'une fois. Donc on a joué un rôle utile d'équilibre, mais on s'est opposé aussi assez largement. Et clairement, il n'y a pas une confiance du tout entre le président du Sénat, Gérard Larcher, et Emmanuel Macron. L'un est très tourné vers les corps intermédiaires. Gérard Larcher, c'est son histoire profonde, ancrée dans les territoires, mais aussi dans le dialogue social. Il était ministre du Travail, et donc il a une relation aux syndicats qui est extrêmement puissante, aux élus locaux, je l'ai dit, mais au Parlement aussi. Et on a un Emmanuel Macron qui n'a jamais été tout ça, et qui est plus, il faut aller plus vite. Donc il y avait un sujet de temporalité entre Emmanuel Macron et le Parlement, où il voulait que tous les textes sont prioritaires, il faut passer vite. Et il n'avait pas forcément les dispositions de la Constitution pour le faire. Donc on a été
non pas un empêcheur de tourner en rond, mais on a été vraiment en contre-pouvoir, il faut le dire. Le quinquennat d'Emmanuel Macron aura évidemment été marqué par l'épidémie de Covid-19. Céris vous demande ce que vous pensez du Conseil de sécurité sanitaire, qui était largement utilisé par le gouvernement pour faire face à l'épidémie. Il vous demande pourquoi pas plus de rôle aux parlementaires. Alors, je vais vous expliquer la chose, parce que j'ai mis du temps à le comprendre moi-même. Ah. Et c'est un conseiller de l'Élysée qui m'a donné la réponse. Pourquoi un conseil sanitaire? On s'en est plaint assez régulièrement au Sénat. Toutes les décisions se prennent en conseil sanitaire, c'est pas démocratique, c'est pas les ministres. Parce que, souvenez-vous, le début de la pandémie, les ministres, le Premier ministre y compris, ont pris des plaintes devant la Cour de justice de la République. Or, le Conseil de défense sanitaire, vous ne pouvez pas l'attaquer, ce n'est pas une personne morale, c'est une personne définie dans la Constitution, mais ce n'est pas une personnalité morale. Vous ne pouvez pas l'attaquer devant les tribunaux de la Cour de justice de la République. Donc pour vous, c'est pour échapper à la justice? C'est pour échapper à ce côté, non pas échapper à la justice, mais échapper à la judiciarisation de tout, que les décisions se prennent en Conseil de défense sanitaire. C'est parce qu'il y a une dérive d'un côté qu'il y a une dérive de l'autre. Alors, c'est malheureux, hein, mais voilà la réalité. Je vais me faire l'avocat du gouvernement qui vous répondrait que le Parlement a été saisi à 14 reprises pour voter des textes, donc le Parlement n'a pas été squeezé du tout, que les débats ont pu avoir lieu et que les parlementaires ont pu voter, y compris contre, pour ceux qui s'y opposent. Et par ailleurs, que le Conseil sanitaire se réunit avant le Conseil des ministres, mais qu'in fine, c'est bien le Conseil des ministres qui entérine les décisions. Donc la Constitution est respectée et le gouvernement est bien responsable devant le Parlement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, pas tout à fait. Hein. Alors, le Parlement a été consulté, et c'est normal, hein, il a été consulté selon les respects de la Constitution, ce qui me paraît quand même la norme. Mais dans le Conseil de défense sanitaire, il prend des décisions et il y a des annonces qui n'ont pas besoin de passer au Conseil des ministres. Ça relève bien parfois du pouvoir réglementaire du ministre. La plupart des décisions sont prises dans le pouvoir réglementaire. Sinon, c'est la loi, et la loi, à ce moment-là, vous ne retournez pas, vous ne pouvez pas vous retourner contre la loi. C'est personne, la loi. Enfin, c'est là aussi pas de personnalité morale. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est l'utilisation de cela du Conseil de défense sanitaire, pour contrer vraiment la judiciarisation. On le comprend, je le regrette parce que je suis plus pour plus de démocratie et moins de judiciarisation. Voilà. On est en pleine campagne présidentielle, ça vous aura pas échappé. Ah oui. On a déjà parlé. Ah, c'est ça ce truc alors où les gens mettent leur tête sur les affiches. Il se passe 2-3 trucs en ce moment. Il y a quelque chose qui va commencer à partir du début du mois de février, ce sont les fameux 500 parrainages qu'il faut récolter pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. I Feel Fine vous demande, est-ce que vous remettez en question le principe des parrainages, qui est très critiqué? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce principe des 500 parrainages? Alors, ça paraît, il y a une bizarrerie, c'est empêcher un courant qui fait 15% dans les sondages d'être présent à l'élection présidentielle. Donc ça, on se dit, il y a un problème démocratique, si un courant important, même 4-5%, ne peut pas se présenter. Je me permets de préciser que Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, ont fait part de leur difficulté à récolter 500 parrainages. Je peux vous Éric dire... Zemmour également, pardon, oui. Ouais, mais par exemple, mais il y a d'autres, Marine Le Pen, il y a une quinzaine de jours, sur les bancs de l'Assemblée nationale, descendait les rangs des uns et des autres en disant « Tu n'aurais pas 10 ou 20 parrainages à me filer ?» parce que vraiment, elle est très inquiète. Je sais qu'ils sont vraiment très inquiets. Mais c'est aussi parce qu'ils avaient un monsieur historique au Front National pour chercher les parrainages, et celui-ci était plus proche de Jean-Marie que de Marine, donc il a été écarté. Je sais parce qu'il est de l'Oise, c'est pour ça que... D'accord. Donc ils ont aussi beaucoup de difficultés par manque de savoir-faire. Ils ont aussi perdu quelques élus aux dernières élections. Ils ont aussi perdu pas mal d'élus, c'est surtout ça la vérité, peut-être aussi de la crédibilité. On ne sait jamais. Alors, pour les 500 parrainages, pourquoi c'est quand même nécessaire d'avoir des parrainages et pas un truc populaire? C'est que les maires, parce que grosso modo c'est les maires, on estime qu'ils ont un peu de sens critique pour pouvoir, quand on vient leur présenter quelqu'un, avoir du discernement pour être sûr que cette personne peut se présenter à l'élection présidentielle, que ce n'est pas un doudingue, ça pourrait arriver. Hein. Et je vous le dis d'ailleurs, je suis même assez sûr de moi, il y a un candidat aujourd'hui à la candidature qui cherche des parrainages, qui a dorénavant une déficience mentale, ses proches le savent, c'est quelqu'un de connu, je dirai le nom, je vois pas à qui vous faites référence. Vraiment, je vous le dirai après, c'est ça les fameux off. Voilà. Et donc les 500 parrainages, ça sert de quoi? De filtre médical? Ça sert de filtre, oui. Ça sert qu'à ça. Okay. Ça sert de filtre.
Et donc, il ne faut pas que les maires soient embêtés aujourd'hui s'ils signent pour quelqu'un. Or, c'est le cas. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, il y a des candidats qui sont testés à plus de 15% dans les sondages qui galèrent à les avoir, et des candidats dont on sait par avance qu'ils vont faire moins de 2% qui les ont sans aucune difficulté. Exactement. Donc il y a quand même un paradoxe, il y a quand même une difficulté démocratique. Et c'est la difficulté démocratique, elle a vraiment commencé à partir du moment où on a voulu être là encore très transparent et faire publier partout ceux qui signaient. Et notamment, vous avez 35 000 communes en France, un petit peu moins dorénavant, 34 900. Eh bien, ceux-là, moi, l'autre jour, je déjeunais avec des maires de petites communes, 6 personnes qui pouvaient signer. Je dis, qui signe pour quelqu'un? Qui va signer pour quelqu'un? Je ne voulais pas savoir qui, mais 1 sur 6. Oui, parce qu'il y en a un qui me dit, bah oui, moi, je l'ai fait la fois dernière, j'ai eu que des emmerdes. C'est quel type d'emmerde? C'est des pressions? Oui, c'est des pressions des gens. Mais pourquoi vous avez signé pour lui, même un petit candidat ou un candidat plus important? Non, non, mais il ne faut pas faire de politique locale. Le gars, il ne fait pas de politique locale. Il donne juste sa signature pour faire ce filtre dont je vous ai parlé. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est plus accepté. Donc, ils sont embêtés, pour ne pas reprendre une expression présidentielle. Il y a les chemins de Félix qui vous demandent, faudrait-il ajouter un parrainage citoyen? Ça a été proposé par Lionel Jospin à l'époque. Oui, mais le parrainage citoyen, ce n'est pas un filtre. C'est pas un filtre de parrainage citoyen? Non, c'est pas un filtre. C'est ça le problème. Il faut quelqu'un qui puisse discerner. Or, je vais donner un exemple vraiment caricatural pour donner à comprendre. Hein. Admettons, prenons le patron d'une secte. Aujourd'hui, c'est plus très à la mode les sectes, hein, mais dans les années 80, c'était vachement à la mode. Un spécialiste de secte. Oui, il y en a toujours sur Internet, c'est ça. Vous voulez dire n'importe quel gourou un peu célèbre. N'importe quel gourou, hop, 300 personnes, 500 personnes ou 10 000. On parle plutôt de 150 000. Oui, mais 150 000, un clic, ça ne vous engage à rien. L'irresponsabilité, elle est là. Le sujet du citoyen et du participatif, si vous voulez, par rapport à l'élu, c'est le fait que le participatif, personne n'est responsable de rien. Vous ne trouvez pas derrière de responsable. Vous donnez votre avis, et ça c'est très important que chacun puisse le faire, c'est l'idée de la démocratie, mais en même temps, la démocratie, ça suppose une responsabilité, et dans le participatif, il n'y a plus personne. Oui, mais la responsabilité des maires, quand vous disiez tout à l'heure qu'ils ne veulent pas l'engager, parce qu'ils disent ça leur apporte des emmerdes. Ils ne veulent plus la prendre, cette responsabilité, parce qu'ils voient bien que c'est très pénible et on vient les chercher là-dessus. Donc vous voyez bien, on est dans une société un peu paradoxale. Je n'ai pas trouvé de solution meilleure, donc pour l'instant, on la garde. Si on trouve une solution meilleure, moi, je suis preneur. Il y a Céris qui voulait vous demander comment séduire les abstentionnistes. Alors, c'est une question large, mais plus de 80% des jeunes se sont abstenus aux élections régionales. Contexte particulier, Covid, ok. Le fait est que l'abstention massive reste un phénomène de fond. Quelle réponse apporter à l'abstentionnisme? Alors, il y a deux choses. On en avait déjà un peu parlé, je crois. L'abstention des jeunes. L'abstention des jeunes pour les élections départementales et régionales, moi je trouve ça tout à fait normal. Vous ne vous sentez absolument pas concerné par toutes les politiques départementales et régionales. Et en général, quand vous êtes étudiant, ça peut arriver à des jeunes aujourd'hui, voire une majorité de jeunes, vous avez fait vos études là, etc. Donc vos élections locales, et vous ne savez pas où vous habiterez demain pour votre travail, donc vous n'en avez un peu rien à faire, plus Covid. Donc c'est assez naturel. Je vais dire, moi, je suis très citoyen, j'ai toujours voté, mais je peux le comprendre. Là, il faudrait peut-être intéresser les gens pour leur proposer des choses vraiment différentes. Et c'est là où, effectivement, quand on dit qu'il y a une droitisation, il y a un problème entre faire rêver les gens, qui est plutôt le truc des partis extrêmes. Alors, les partis extrêmes, il faut rêver ou cauchemarder, suivant ce que vous pensez. Mais il y a un côté un peu utopique, et c'est ça qui donne envie. Et c'est pour ça que les jeunes, à un moment, ils votent Mélenchon et ils votent Le Pen. J'ai envie de dire ça. Il y a un côté un peu extrême. Ils votent beaucoup Macron aussi. Dur, hein. Ils votent beaucoup Macron chez une certaine frange uniquement. Hein, oui, regardez bien les enfants de qui c'est. Voilà. Et après, il y a plein de gens qui ne votent pas parce que c'est compliqué, ou qui votent vert, beaucoup. Et ça, on peut le comprendre. Mais les partis de gouvernement, ceux qui vont à un moment devoir se confronter au réel, et pas uniquement promettre, cela, c'est plus compliqué pour faire rêver et faire adhérer des jeunes qui espèrent que le monde soit un peu meilleur. La confrontation au réel, qui est celle des partis du gouvernement, elle nuit à l'enchantement du monde. Quoi, c'est ça, c'est l'enchantement du monde qui fait voter les jeunes. Et donc, pour lutter contre l'abstention, il faut faire quoi? Faut dire n'importe quoi aux jeunes? Il faut les faire rêver? Non, c'est pas leur dire n'importe quoi, mais il faut leur proposer effectivement une vision du monde qui est un peu plus souriante que la vie qu'ils ont aujourd'hui. Et ça me paraît assez logique. Et donc parler à des jeunes, c'est difficile aujourd'hui en responsabilité, comme dirait le Premier ministre. Alors vous avez parlé d'écologie, justement quand vous parliez du vote des jeunes. Récemment, il y a un film qui fait phénomène qui s'appelle Don't Look Up. Je ne l'ai pas vu. Je le dis tout de suite très honnêtement.
J'ai bien regardé pour ce que c'était. C'est une allégorie du changement climatique et surtout de la difficulté de la prise au sérieux du problème par une grande partie de l'élite politique, médiatique, économique, etc. Beaucoup de jeunes font part de ça aujourd'hui, du désarroi et du fait qu'ils disent si on vote pas, c'est parce que de toute façon, même le problème qui pour beaucoup de jeunes est le problème majeur, il n'est pas pris au sérieux, c'est pas sérieux, les candidats, les politiques sont complètement déconnectés. Vous le comprenez ça? Oui, bien sûr. Ce détachement des jeunes vis-à-vis du politique? Évidemment, sur ce sujet majeur, il y a une prise de conscience très lente et on fait appel à la raison là où c'est l'émotion qui parle. Vraiment, et l'émotion, elle est tout à fait logique. On a fait appel, les partis ont fait traditionnellement, les partis de gouvernement de droite et de gauche, ont fait appel à la raison. Moi, Jean Jouzel, aujourd'hui, qui est le conseiller climatologie d'Anne Hidalgo, j'ai vu ça sur son organigramme. Jean Jouzel, je le connais depuis 20 ans, j'étais au cabinet recherche à l'époque, et déjà le GIEC commençait à exister, mais on ne l'écoutait pas. Il nous disait il y a un réchauffement climatique. Il y avait Claude Allègre à l'époque, le grand ministre et scientifique français, qui disait non, ça c'est du pipeau, il n'y a pas de réchauffement climatique. Et il y en a encore qui le disent, parce que on refuse la réalité scientifique, c'est la même chose sur les vaccins, etc. On refuse une réalité scientifique par l'expérience personnelle. Donc c'est ça qui se passe. Il y a Aura Mira qui voulait vous demander, après le fameux Notre maison brûle et nous regardons ailleurs de Jacques Chirac, quel est le point de vue de la droite sur le défi climatique? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est souvent la gauche qui se saisit de la question climatique et la droite a l'air absente? Peut-être que c'est une erreur, mais depuis cette fameuse phrase de Jacques Chirac, qu'est-ce qui a changé? Il y a un truc qui est horrible, c'est effectivement les choses ont changé quand même très lentement, voire au moins peut-être sur stop même. Mais il y a une chose qui est assez remarquable, c'est le changement en France de la logique vis-à-vis du nucléaire. Il y a un moment, hormis les écologistes qui disent clairement on veut sortir du nucléaire, et ça je comprends le sujet, tous les autres partis se sont remis à dire il faut faire du nucléaire, tous. Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'autre solution à l'énergie. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui en bilan carbone complet, sur un coût complet, que le nucléaire. Sauf que le nucléaire, on a repéré que ça faisait un peu de déchets. Quoi. Donc il y a un vrai sujet de recherche pour que ces déchets soient moins performants. Alors si la droite revient au pouvoir, c'est aussi une question qui a été posée par les internautes, quelles réformes écologiques seront portées? C'est que le nucléaire, c'est la réponse unique? J'ai un peu l'impression que ça tourne un peu à ça, ce qui est un peu court, je pense. Donc il y a un déficit de propositions en matière climatique, en matière écologique du côté de la droite. Alors je pense que j'attends là de Valérie Pécresse qu'elle nous dessine un peu un chemin. Parce que pour l'instant, on a eu des candidats de droite qui parlaient à leur peuple de droite, à leurs militants même, en leur donnant des mesures. Tiens, moi j'ai la mesure ceci, moi j'ai la mesure cela. Tout ça, c'est sympathique, mais les mesures, ça marche dans les 6 premiers mois de l'élection. Puis après, assez souvent... le temps a changé, les Russes ont attaqué les Ukrainiens, il y a une bombe nucléaire qui a pété dans ces endroits-là, parce qu'ils sont quand même tous les deux équipés, faut le rappeler. Donc tout peut changer, mais j'aimerais bien qu'on ait une vision du pays. Et cette vision du pays, il y a cette vision sur c'est quoi l'écologie. Est-ce que c'est mettre des éoliennes partout? Je vous invite à aller dans les Hauts-de-France, à la frontière entre la Somme et l'Oise, il n'y a que des éoliennes. Dans la région où il y en a le plus, les gens maintenant disent stop. Et on était très pour. Voilà, donc il y a un moment, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Il n'y a pas que les sujets énergétiques, il y a aussi des sujets potentiellement de consommation ou d'économie circulaire. Je pense qu'on préfère vraiment quelque chose de très fort sur l'économie circulaire. Voilà un vrai sujet de progrès. Eh bien là, on est un peu mou et on ne dit pas grand-chose sur la recherche qu'il faut faire. Se dire on fait l'économie circulaire, c'est pas le tout de dire je reprends un morceau de bois, je le recoupe et ça on s'en resserre, on prend une bouteille de plastique. C'est un peu court tout ça. Il faut avoir une vraie idée de recherche aussi pour se dire comment on va faire ça. Si je prends l'exemple des agriculteurs, vous voyez, le sujet du glyphosate, qui est l'échec de ce quinquennat, mais qui est l'échec de ce quinquennat, mais en vérité, les quinquennats précédents aussi. L'interdiction du glyphosate, puis le retour et puis sur on dit, une partie finalement, on en a besoin. Pour les betteraves, on en a besoin parce qu'on n'a pas fait chercher, par exemple, nos chercheurs publics pendant 10 ans ou 15 ans pour dire ça, c'est comme une saloperie, c'est pas terrible pour la... Et donc, il faut trouver autre chose. Et en 5 ans, vous ne trouvez pas autre chose. Donc il faut mettre un peu de temps et obliger aussi la recherche publique, de temps en temps, à se mettre sur des sujets d'intérêt majeurs, comme là. Et moi, j'aimerais bien qu'on nous le dise, ça, qu'on nous le propose. Ça fait partie des choses que j'aimerais entendre pour dire sortons du glyphosate, mais sur une solution française. Sortons des vaccins américains, mais avec une solution française ou européenne. Je ne suis pas chien.
Il y a une ONG qui a fait l'actualité cette semaine, c'est l'ONG Oxfam qui lutte contre les inégalités, qui a rendu un rapport pointant une explosion des inégalités pendant la crise du Covid et notamment un enrichissement des plus grandes fortunes du monde qui ont vu leur patrimoine exploser pendant la crise du Covid, alors même que le reste des populations les plus fragiles étaient encore plus fragilisées par la crise, plaidant donc pour une lutte plus efficace contre les inégalités et une répartition des richesses. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce rapport, Jérôme Bascher? Deux choses. Un, il ne fallait pas être Oxfam pour le savoir. Hein. C'est simple. Les PIB, la richesse créée chaque année a baissé partout dans le monde. D'accord. Et donc, à cause de la crise. Donc, ça fait, en vérité, c'est des revenus en moins. La richesse, c'est des revenus. C'est la même chose en côté un peu statisticien économiste, je suis désolé. C'est des revenus. Donc, les revenus ont baissé dans le monde. Donc, pas pour tout le monde, pas de la même manière pour tout le monde. Les revenus ont baissé dans le monde, d'accord. D'accord. Les revenus. Mais ce n'est pas le patrimoine, les revenus. Et ceux qui avaient du patrimoine, eux, ont eu ce patrimoine qui a augmenté parce que les politiques partout dans le monde soutenaient les entreprises et donc les patrimoines ont été maintenus, voire ont augmenté. Donc ceux qui avaient des revenus du patrimoine ont augmenté, ceux qui avaient des revenus classiques du travail, eux, ont baissé. Voilà la chose simple d'un économiste de base. C'est ce que dit Oxfam, effectivement. Oui, les inégalités sont creusées. Moi, j'aime bien le côté ONG, à condition que ce soit non gouvernemental, mais pas, il n'y a pas écrit non partisan. Oxfam, présidente précédente d'Oxfam France, Marion Aubry, députée... Manon, pardon. Manon, pas Marion, excusez-moi. Elle n'était pas présidente, mais aujourd'hui, elle est députée européenne. Elle est députée européenne. C'était la représentante d'Oxfam en France. Et aujourd'hui, c'est Cécile Duflot. Ancienne ministre du Logement. Écologiste. Très, très marquée. Bon, je veux bien qu'on soit dans une neutralité, mais le nouveau... C'est pas une ONG neutre, Oxfam, mais il lutte contre la réduction des inégalités. Oui, enfin, avec une vision très partisane de l'affaire. Il y a plusieurs choses pour faire ça. Hein. Soit vous mettez tout le monde à zéro, effectivement, je vais être un peu caricatural, mais si vous mettez tout le monde à zéro, vous avez effectivement réduit les inégalités. Il faut mieux les réduire par l'enrichissement de tous plutôt que par l'appauvrissement de chacun. Mais donc du coup, ce que vous avez dit, oui, c'est une discussion gauche-droite assez classique. Oui, mais voilà, que je comprends. Je suis de droite. On avait bien compris, mais... Voilà, le fait que l'aide apportée par les États, vous l'avez dit vous-même, a plutôt bénéficié aux gens qui avaient déjà du capital plutôt qu'avant, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est-à-dire, sur le court terme, c'est ce qui se passe. Sur le long terme, ça permet à des entreprises de ne pas s'effondrer et de ne pas mettre des tas de gens au chômage. Voilà. Donc, il y a un sujet sur 2 années. Le constat est vrai, mais on n'a pas besoin de 2 pour le savoir. Et sur le long terme, en revanche, c'est moins vrai. Il y a Aeternal qui vous demande, est-ce que vous croyez à la théorie du ruissellement? Pas tellement, non. Non, ça ne marche pas, la théorie du ruissellement. Ça marche beaucoup par évaporation. Donc, vous faites couler, puis ça s'évapore, et donc, non, les gens du bas ne reçoivent pas tout. Non, ça ne marche pas. Je le disais donc ce mercredi matin, Emmanuel Macron a fait un discours au Parlement européen à Strasbourg à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui va durer 6 mois. Hugo Ling voulait vous demander, et si c'était les Républicains qui avaient la présidence de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils feraient? Elle ressemblerait à quoi la présidence française de Valérie Pécresse, par exemple? Je pense qu'il y aurait quelque chose qu'on a un peu oublié, mais le président, je crois, en a parlé un tout petit peu, c'est le sujet de la souveraineté. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'on veut faire comme souveraineté européenne et de solidarité entre les pays. Moi, je trouve que, justement, le vrai sujet, c'est le repli vers soi, qu'on aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait à nos frontières? Est-ce qu'on fait une taxe carbone? dont je ne suis pas forcément persuadé que ce soit une excellente idée. Je dirais potentiellement pourquoi après. Est-ce qu'on fait une Europe et on fait des frontières à notre Europe et on se dit tout ça, il faut que ça consolide, il faut que on fasse Europe, ou est-ce qu'on remet nos frontières entre nous et on dit non, mais chacun reprend un peu d'autonomie? Moi, je crois qu'il faut retrouver un projet européen, c'est-à-dire quelque chose qui dit à nos frontières, il se passe autre chose, mais entre nous, on s'aide vraiment. Voilà. C'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin sur repenser les mécanismes de Schengen, donc internes, et puis renforcer les frontières extérieures de l'Union. Sauf que, effectivement, là vous avez raison, c'est qu'une présidence française, ça se prépare. Et donc ça se prépare 4 ans à l'avance, ça a été dit par tout le monde, et que là encore, nous ne sommes pas crédibles sur cette affaire, parce que nous avons changé de pied. C'est en même temps d'Emmanuel Macron. Les 2 premières années de sa présidence de la République ne sont pas les mêmes que les 2 années qui ont suivi. Et donc, il y a un moment où vous ne savez pas quelle est la position des uns et des autres.
Je reviens sur le Sénat puisque la semaine dernière, il y a eu un petit couac au moment de la discussion sur le pass vaccinal, au moment de la commission mixte paritaire, donc cette fameuse réunion de négociation entre les sénateurs et les députés pour essayer de se mettre d'accord une bonne fois pour toutes sur une version commune du texte. Visiblement, les négociations allaient bon train jusqu'au moment où tout s'est effondré sur un tweet de Bruno Retailleau, le président de votre groupe, le groupe des Républicains au Sénat, qui a tweeté un peu trop rapidement les conclusions de la CMP, ce qui a beaucoup froissé les députés, notamment de la majorité. La CMP finalement a été non conclusive. C'est une erreur de la part de Bruno Retailleau. Il y a eu un couac là. Oui, c'est clairement une erreur. Il n'aurait pas dû le faire aussitôt. Hein. Il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Je peux vous raconter un peu des choses un peu off comme ça. Il n'y a personne qui regarde. Enfin, non, c'est entre nous. C'est entre nous. C'est ça qui est bien. Voilà. Quand ils sont rentrés le matin en CMP, il y avait la majorité à l'Assemblée dit bon, je crois qu'on ne va pas conclure. Et là, d'autres groupes, ni les LR ni la REM, disent mais attendez, on est tellement proche sur le pass vaccinal que c'est sur les modalités que ça va choper. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et un peu piqué au vif, les uns et les autres se sont dit « Ok, on va y travailler ». Et donc, quelque chose qui était parti pour ne pas être conclusif du tout dès le matin, en fait, s'est mis à être travaillé, chacun a fait des pas l'un vers l'autre. Voilà. Et puis, au moment de l'écriture du texte final qu'il faut bien valider, le tweet est sorti. Et là, j'ai envie de dire, pour certains, c'était un prétexte, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils se faisaient, dans une question mixte paritaire, on s'aperçoit qu'on se fait un peu avoir, parce qu'à force de vouloir absolument la conclusion, vous perdez. En gros, en fin de négociation, il y en a qui se sont rendus compte qu'ils avaient un peu trop lâché, ils se sont dit merde, exactement. Et le tweet a été un prétexte, c'est ça ? Et le tweet a été vraiment le prétexte idéal, donc voilà, prétexte idéal. À la fin, ça ne change pas grand-chose. Mais donc du coup, ça donne des armes au gouvernement pour critiquer les Républicains en disant que alors déjà à l'Assemblée vous étiez divisés et tout le monde n'a pas respecté l'engagement de Valérie Pécresse. Mais alors là, au Sénat, c'était pas beaucoup mieux quand même. Ça la fout mal pour les Républicains à quelques mois de la présidentielle, c'est ce que j'essaie de vous faire dire. Dire que c'est l'épisode le plus glorieux du système, non. Mais c'est la République en marche qui a le pouvoir. Hein. Enfin, faut pas confondre. C'est eux qui ont merdouillé et le président de la République avec mon objectif est d'enquiquiner les Français, n'a pas mis beaucoup d'huile dans les rouages, il a plutôt mis de l'huile sur le feu. Et nous, en prenant parfois un peu de temps, on a essayé de pacifier cette affaire et de rétablir la vérité. C'est-à-dire que le pass vaccinal n'a rien à voir avec la vague actuelle. C'est ça qu'on a dit. D'accord. Donc on a reprécisé parce que le Premier ministre avait dit un peu l'inverse la semaine d'avant en disant « Oui, vous tuez les gens, Vous êtes en train d'imiter Jean Castex. C'est pas bien, j'ai décidé. Bruno Retailleau, donc le président du groupe Les Républicains, est chargé au sein de l'organigramme de campagne de Valérie Pécresse des 100 premiers jours. Si elle devient présidente de la République, c'est lui le chef d'orchestre du lancement du quinquennat. Il y a une question qui a été posée par plusieurs internautes. Aura, par exemple, vous demande est-ce que les Républicains pensent toujours qu'il faut supprimer des effectifs dans les hôpitaux? C'est toujours à l'ordre du jour, ça? Des effectifs administratifs, oui. Nous avons un tiers d'effectifs administratifs de plus que l'Allemagne, par exemple. D'accord. Donc c'est ça. Non, c'est pas. C'est une question de matos qui vous demande. Non, mais c'est très intéressant. Quand vous parlez de 150 000 postes de fonctionnaires à supprimer, au global, pas que dans l'hôpital, au global, 150 000 postes de fonctionnaires, vous parlez de qui? De quel métier? C'est administratif pour vous? Il y a des fonctions administratives, mais on a un vrai sujet qui est aujourd'hui le nombre d'agences. Et ça, c'est une vraie erreur. Ça, c'est quelque chose sur lequel le Sénat est très attentif. On a pu multiplier depuis 20 ans, parfois pour ressembler aux Américains, au monde anglo-saxon, le nombre d'agences un peu neutres, soi-disant neutres, qui prennent des décisions là où ça devrait être politique, de les prendre et les assumer. Mais là, on dit non, c'est une agence indépendante. Elle n'est pas indépendante, c'est une autorité indépendante, ça s'appelle. Ce n'est pas des autorités indépendantes, elles ne rendent compte à personne. Et elles prennent des décisions sur, souvent, les actes démocratiques de la France sans rendre compte à personne. Et moi, c'est un problème. J'aime bien qu'on rende compte. Et c'est souvent parce que les politiques vous laissent décharger de sujets un peu polémiques, ou plus difficiles, ou plus délicats, qu'on a créé des agences. Et là, ça a multiplié le nombre de personnes et de personnel. Et ça, c'est des erreurs majeures. C'est pour ça que l'État, aujourd'hui, dit « Ah ben, je ne peux plus rien faire, c'est plus à moi, c'est de l'autorité ». Ce sont des erreurs majeures. Quand le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, et successif, donc j'y vais largamanou, de la droite à Macron, en passant par la gauche, on s'est beaucoup abrité derrière cela. Ça a multiplié des effectifs et des gens, parfois aussi au salaire incontrôlé.
Il faudrait un petit peu ramasser cela. Ça ne me paraît pas hors de propos. Sur l'hôpital, il y a un sujet majeur, hein, il n'y a pas de médecin, donc il n'y a pas d'infirmière. Donc, La suppression du numerus clausus par le gouvernement était une bonne idée. ah bien sûr. D'accord. Mais ça faisait 40 ans. Vous savez, le numerus clausus, quand est-ce qu'il a chuté? Parce que je l'ai démontré dans un hôpital. 76, non? Non, 81. En 81, vous avez une grande chute du numerus clausus. Et le ministre, c'est Jacques Ralite, sénateur communiste. Après, Premier ministre de la Santé de François Mitterrand. Et le numerus clausus chute à ce moment-là. Il va chuter jusqu'en 93. Et donc, c'est les médecins d'aujourd'hui, 93, qui manquent. Donc, et puis, entre-temps, il n'a pas vraiment beaucoup remonté. Donc, c'est tout à fait récent. On va mettre près de 30 ans à recouvrer le bon nombre de médecins. Merci, ans, hein. Merci Jérôme Bacher d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé donc sur Public Sénat. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.